Bon, je te raconte la fin là. Oh, que c'est saucé. Évanoui, partie 4. Et c'est là que le chapitre de Alex démarre. Oh oh! Et la première scène. Ah, comme je vous dis, hein, j'interprète mais je suis pas bête. En tout cas, j'espère que non. Alex est à l'école. J'ai envie de dire qu'il est dans la classe de Justine, mais je ne suis pas sûre parce qu'elle est floutée. En tout cas, elle est en train de parler des parasites. Elle demande aux enfants quels sont des exemples de parasites que vous connaissez. Encore une fois, là, le thème de parasite revient. À ce stade, ce n'est plus subliminal. C'est liminal. Oh. On nous montre que Alex se fait bully par un enfant là à l'école. On dirait l'enfant de l'autre là même. Le Mathieu de papa Archer. Il est en train de bully le pauvre Alex. C'est quoi ces enfants mal éduqués là? Alex sort de l'école et son père qui vient le chercher. Ils sont en train de parler dans la voiture. Et son papa lui dit que la tante de sa mère, Tata Gladys, elle va arriver aujourd'hui. Et qu'elle va rester avec eux pendant quelques jours. Je la connais pas très bien. Je pense même pas que ta maman la connaît très bien. Mais bon, c'est la famille. Donc on doit s'en occuper. Ah, c'est souvent cette mentalité qui mène à la souffrance des gens. Je dis ça, je dis rien. Ok, je suis retournée en arrière parce qu'il y avait un truc qui clochait là. À la scène où Gladys s'est présentée à Marcus, elle a bien dit que je suis la tante d'Alex et que la mère d'Alex, c'était sa petite sœur. Mais là, le papa nous dit que Gladys, c'est la tante de la mère d'Alex. Ce qui ferait d'elle la nièce, pas la petite sœur. Menteuse professionnelle. Alex rentre chez lui, c'est plein de lumière, c'est propre, sa mère est là, elle l'accueille, tout est beau. Franchement, ça n'a rien à voir avec la maison qu'on a connue jusqu'à présent. Alex est au lit, il est en train de lire, et c'est là qu'il observe la lumière d'une voiture dans l'allée de la maison, donc il sait que sa tante doit être là. Il va regarder par la fenêtre et il voit une vieille petite dame là, toute fragile. On ne la voit pas de face, mais on voit la façon dont elle bouge, la façon dont elle s'agrippe au père. Elle est fébrile, elle est fragile. Elle est en besoin d'assistance. Le lendemain, Alex il rentre dans la chambre de ses parents et il les entend. Ils sont en train de parler justement de Gladys. Le papa est en train de dire qu'elle est vraiment en mauvais état, qu'elle ne devrait pas être chez eux, elle devrait être dans un hôpital ou une hospice. Un hospice? Je sais pas. Elle a besoin de soins professionnels, quoi. Ça, c'est pas la Gladys que nous, on a vue, hein. Le père continue à dire à sa femme que ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas vu cette femme, elle n'est même pas venue à leur mariage. La mère dit, écoute, ma mère aurait pris soin d'elle, alors moi je vais prendre soin d'elle. C'est ce qu'on fait dans la famille, c'est tout. Et c'est là qu'elle tombe sur Alex qui est dans leur chambre. Alex, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai faim, maman. Ben, si tu as faim, va manger, non? Pourquoi tu viens ici? Va manger, va brosser tes dents et je t'amène à l'école. Essaie de ne pas faire de bruit, il y a Tata Gladys qui dort à côté. D'accord, maman. L'enfant là, il n'est pas venu parce qu'il avait faim, il est venu pour écouter le potin. Je t'ai vu, tu connais. Si elle a dit que tu peux descendre et manger toi-même tout seul, c'est que tu sais comment faire, c'est que tu as les capacités. Mais j'ai bien aimé son excuse. Je suis venue manger. Dans la chambre? La scène d'après, Alex est en train de brosser ses dents et la salle de bain, j'imagine, est connectée à la chambre de Gladys. Donc il ouvre la porte là, il commence à regarder, à espionner. Il voit sa perruque. Il voit qu'elle a un arbre bizarre, tout noir, tout épineux. On connaît bien cet arbre. En tout cas, on connaît ses branches. Il voit les bras de sa tante. Elle a des marques partout, comme si c'était des petits bleus, je ne sais pas quoi. Elle le croise du regard. Il sursaute, il fuit. Le père d'Alex l'amène à l'école. Et dans la voiture, il lui demande... Elle va rester avec nous combien de temps? Ah, ça, je sais pas, mais vu son état, je pense pas qu'elle va durer 1 mois. Comment tu dis ça à ton enfant? On voit une autre scène de Alex à l'école, là, dans sa classe, justement avec Madame Justine. Ils sont en train de compléter un petit examen et Justine leur dit « Ok, on baisse les crayons maintenant. » Il y a le bully là de Alex qui se retourne et qui lui jette le crayon à la face. Justine le réprimande direct. « Mathieu, ça suffit !» Mais vous avez dit de baisser les crayons. Alex, est-ce que ça va? Oui, ça va, madame. Toi là, prends tes affaires, tu sors, dégage! Et voilà, c'est là qu'on a la confirmation là que je pensais que l'enfant avec les cheveux longs là, c'est Mathieu, le fils de papa Asher. L'enfant problématique. Après, si son père ne l'a jamais dit « je t'aime », on peut comprendre pourquoi il est un enfant frustré. Mais après, s'il se comporte comme ça, je peux comprendre aussi pourquoi le père n'a pas envie de dire « je t'aime ». Ah, je suis horrible. Donc la fin de la journée arrive. Alex, il sort pour attendre son père, mais son père ne vient jamais le récupérer. L'enfant décide de rentrer à pied. Il rentre et il retrouve ses parents qui sont assis à table. Il va vers son père. Papa, pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Ah, bonsoir Alex. C'était comment l'école? Et c'est là que Tata Gladys rentre dans la pièce, pleine de vitalité. Ah, mon petit Alex, je suis tellement contente de te rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes parents ils sont comme ça? Mais y a rien, tes parents ils vont très bien. Maman, qu'est-ce qui se passe?
Bonsoir chérie. C'était comment l'école? Je vous dis maintenant. Ils ont perdu en vitalité, énergie et santé. Et Tata Gladys a gagné vitalité, santé, énergie. Vous avez compris l'équation, non? Gladys continue à essayer de le rassurer. Tu vois, je t'ai dit, tout va bien, tout va très bien. Elle essaie de le caresser, mais lui, il recule. Alex, ne sois pas impoli. Bon, va te préparer parce que j'ai fait à manger, on va dîner ensemble. Comme tu n'étais pas là, je n'ai pas pu te demander ce que tu voulais, mais je t'ai préparé du macaroni. Alex, il prend le verre de la table, je pense qu'il y avait de l'eau là-dedans, et il jette ça à la face de son père. Papa! Le père ne réagit pas, ne bouge pas. Il a à peine la force de lever sa main pour essuyer son visage. Et là, Gladys s'énerve. Hé, tu arrêtes ça tout de suite. C'est quoi cette insolence? Tu montes là, tu vas te laver, brosser tes dents, tu te mets au lit. Il n'y aura pas de dîner ce soir. Tu m'as entendu? Monte. Il obéit, mais il a peur. Le petit se met au lit, mais je ne pense pas qu'il a dormi de la nuit. Nuit, jour. Il sort de la chambre et il descend. Ses parents sont toujours à table. Ils n'ont pas bougé de la nuit, on dirait. Et il y a Tata Gladys qui a enlevé sa perruque cette fois-ci là. Elle invite Alex à s'asseoir à table avec eux. Il a remarqué que les yeux de ses parents sont rouges. Est-ce qu'ils ont même cligné des yeux depuis hier soir? La situation n'est pas belle. Alex, ne t'inquiète pas pour tes parents. Ils sont en train de se reposer, c'est tout. Alors, quand tu iras à l'école aujourd'hui, tu ne diras à personne que je suis là. Tu as compris? Alex ne répond pas. Il la fixe. Et donc, elle lui dit, regarde alors. Elle a un bâton entre les mains, épineux. Oh, avec un cheveu enroulé. Elle se pique avec l'épine. Elle frotte son ketchup partout sur le bâton. Elle le regarde et dit, tu regardes bien, hein? Elle casse le bâton. Et direct, maman et papa, ils prennent les fourchettes qui sont à table là devant eux. Et ils se les plantent là dans le visage, dans les joues, de manière répétitive et sans s'arrêter, comme des machines. Arrêtez maman, arrête papa! Il essaie de les arrêter, mais il n'arrive pas. Gladys dépose le bâton dans un bol d'eau. Et la violence s'arrête. Assieds-toi, elle lui dit. Et elle fixe le petit, elle lui dit, bon, je pense que tu comprends maintenant que je suis sérieuse quand je te dis de ne pas dire à une seule personne vivante que je suis ici, que je suis chez tes parents. Parce que si tu le fais, tu as bien vu ce que je suis capable de faire, non? Tu ne parleras pas de moi, promets-le. Je le promets. Tu sais que je saurai, hein. En tout cas, va à l'école, va attraper le bus. Hey, le pauvre enfant là, torturé. Alex, il va à l'école, mais il est vide. Il est déprimé, bien entendu. Il rentre. Il va dans une chambre qui a des affaires stockées. Tata Gladys a changé un peu l'aménagement de sa chambre. Elle est en train de méditer par terre devant son arbre maléfique. Et lorsque Alex s'approche de sa porte, elle lui dit « On ne parle pas aujourd'hui. Les parents ont besoin d'être nourris, va les nourrir. Il y a de la soupe dans la cuisine. » Et c'est là qu'on voit un petit montage de Alex. Il ouvre les canettes de soupe. Il nourrit ses parents. Et le lendemain, c'est la même chose. Il prend le bus. Il va à l'école. Il va faire ses propres courses. Il nourrit ses parents, tout ce sodium-là. Et rebelote. Un soir, Alex est au lit. Franchement, on ne sait pas combien de jours se sont écoulés entre-temps. Alex est au lit, il entend Gladys l'appeler. Alex se dirige vers sa chambre et il la retrouve par terre. Elle n'est pas bien. Elle est au-dessus d'un seau là et on est en train de cracher quoi. On voit que la vitalité est en train de s'épuiser. Et elle lui dit, je suis très malade mon petit. Tu veux un verre d'eau? Un verre d'eau ne va pas m'aider. Ça fait longtemps que ce genre de maladie ne peut pas s'aider par un verre d'eau. Qu'est-ce qui peut t'aider? Je pensais que tes parents ils pourraient m'aider, mais il s'avère que ça ne suffit pas. Tu vas aller à l'hôpital? Les hôpitaux ne peuvent pas m'aider non plus. Mais peut-être que toi tu peux m'aider. Mais comment? Demain quand tu iras à l'école, est-ce que tu peux récupérer un objet de chaque membre de ta classe et me les ramener s'il te plaît? Alex, non! Non! N'écoute pas! Alex y réfléchit, dit négociation commence. Et si ta condition s'améliore? Si tu guéris, tu retournes chez toi? Si je guéris, je retourne chez moi, oui. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que les sorcières, elles doivent honorer des pactes qu'elles font? Attention, écoutez-moi bien, ne faites pas de pacte avec des sorcières, que ça soit clair, mon positionnement. Le lendemain, Alex s'active. Et non pas par la magie noire du gris-gris, mais plutôt par la magie noire de notre monde là, qu'on appelle la manipulation. Pendant le cours de gym, il s'absente pour aller récolter les dessins de ses camarades de classe. Madame Justine a remarqué son absence. Donc elle abandonne tous les autres enfants pour aller voir cet un enfant.
Madame, tu fais à moitié ton travail. Donc, elle lui pose la question. Hé, Alex, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as fui comme ça? Ah, oui, je jouais avec les autres et j'avais oublié quelque chose dans mes affaires. Donc je suis venue récupérer mon jouet, c'est tout. D'accord. Mais attends, j'ai remarqué que dernièrement, là, tu parles pas trop et tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, tout va bien. Ok, d'accord. Mais t'es sûre? Oui. Bon, je veux que tu saches que tu peux me parler, hein. S'il y a quoi que ce soit, tu peux me parler de tout. Je suis là pour toi, d'accord? Tu as compris? Oui, d'accord. Est-ce que je peux retourner jouer maintenant? Elle le libère. Alex rentre de l'école. Il court vers la chambre de Tata. Et il lui laisse à la porte de sa chambre par terre tous les petits dessins avec les noms là des enfants. À 2h15, l'enfant se lève parce qu'il entend des bruits en bas. Il descend et il retrouve Tata Gladys dans la cuisine qui est en train de faire une incantation. Elle a mis les petits papiers dans le bol là avec je sais pas quoi. Elle a craché dedans, elle a mis du feu. Elle lève sa cloche et elle fait un ding. On nous montre l'heure, il est 2h17. Bon, d'accord, j'accepte le 2h17 alors. Gladys et Alex sont à l'entrée de la maison et ils attendent. C'est là qu'on voit les petits arriver là en avion. Choup. Un par un, ils rentrent dans la maison en courant. Les petites missiles là. Alex a l'air concerné, mais Gladys a l'air satisfaite. Le lendemain, Alex se pointe à l'école, mine de rien. Oh, touloulou, ne regardez pas ici. C'est là qu'on voit un petit montage. Justine arrive dans la classe, il n'y a pas d'enfant à part Alex. On voit Alex qui se fait interroger par des détectives. Il est accompagné de son père et de Gladys, qui assure le silence du petit par sa présence. Prochaine scène, Alex est avec sa tante. Pendant qu'elle est en train d'enlever les feuilles là sur sa petite branche de son petit bonsaï maléfique là. Il étudie son rituel. Pendant qu'elle prépare ses gris-gris, elle lui dit « Il y a des gens qui vont venir chercher la maison demain. Il faut qu'on remette la maison en état. » Donc les deux se mettent à nettoyer la maison. J'ai l'impression que c'est surtout le petit. Il passe l'aspirateur, il enlève le papier journal sur les fenêtres, nani nanana. Tata, elle allait plutôt prendre des cheveux ou surtout des fils sur les vêtements des enfants là qui sont dans le sous-sol. Et elle les a envoyés je ne sais pas où dans la nuit là. On les voit par terre en mode avion encore. En mode avion, j'adore. Yo, je pense que je viens de comprendre la métaphore. Ils sont en mode avion, ils sont éteints. On peut plus communiquer avec eux. Wow. Ok, c'est pas anodin tout ça. Oh my God! Wow! Yo, il faut creuser. Comme quoi, il faut creuser pour comprendre ce film. Hein. Donc les détectives, ils viennent à la maison, ils sont accueillis par Gladys. Ah, tout va bien, blablabla. Ils visitent la maison. Gladys regarde Alex d'un air noir, en mode tu as intérêt à... Tu sais quoi faire, quoi. Alex reprend sa petite routine. Il va à l'école, il rentre, il nourrit ses parents. Mais maintenant, il doit nourrir les enfants qui sont au sous-sol aussi. L'enfant là, il est occupé, hein. Je pense que dans la suite du film, on le retrouve adulte et il sera infirmier parce que là, il a tout l'entraînement. Il nourrit même son bully, le tyran de l'école là, Mathieu. Je sais pas si je l'aurais nourri, moi. J'aurais dit, oui, tout le monde est nourri. À part ce petit malfrat, mais ça, je le garde pour moi. Je rigole. Un jour, en rentrant, il voit que dehors, il y a la voiture de la police. Oh, il rentre dans la maison et il voit le policier qui est dans le salon, qui est debout là. Il bouge pas, il est figé. Il est en mode avion lui aussi, c'est fou, c'est fini. Désolé mon petit, tu as eu espoir, je pense. Il se rapproche du policier, il se retourne et il retrouve quelqu'un d'autre qui est aussi en mode avion. C'est James. Gladys apparaît pour lui dire « Fais tes valises, on part demain. » Comment ça, on? Tu avais dit que tu partais demain. Comment ça, on part? Elle se dirige vers sa chambre et lui dit « Ne dépasse pas le sel. » Oh! Vous vous souvenez de Hocus Pocus? Qui a vu ce film-là? Faites-moi signe dans les commentaires si vous avez vu ce classique de Disney. Quand elle a dit le sel, là, j'ai dit « Ah, les barrières. » Mais elle a traversé ça comme si ce n'était rien. Intéressant. Il y a les deux parents, là, de Alex, qui sont juste là, debout, immobiles. Le lendemain matin, tôt même, genre 5h du mat, Alex va à sa fenêtre et il voit dehors un 4x4 stationné dans la rue d'en face. Qui est dans ce 4x4? On retrouve nos amis Papa Archer et Justine. Et voilà que la boucle se ferme sur l'histoire d'Alex et on rejoint l'histoire principale. Les deux là, ils guettent la maison. Ils ont remarqué qu'il y a la voiture de la police. Ils trouvent ça bizarre. Ils savent pas ce qu'il faut faire. La porte d'entrée s'ouvre et le cops apparaît. Justine le reconnaît direct. Elle dit « ça c'est Paul, je le connais. Qu'est-ce qu'il fait ici lui ?» Et comme une poupée, il fait un geste de son bras genre « venez ». Il se retourne et il redisparaît dans la maison. Les deux hésitent mais ils se dirigent vers la maison.
Alex les voit se diriger vers lui. Il voit sa prof. Il va se dépêcher pour s'habiller, quoi. Donc les deux là, ils rentrent dans la maison. L'une va à droite, l'autre va à gauche. Justine voit Paul qui est au fond du salon et il fait un geste pour l'appeler vers lui. Pendant qu'elle se rapproche, papa a vu quelque chose par terre et lui dit « Attends !» Mais c'est trop tard. Le pied de Justine vient de juste un petit peu dépasser la ligne de sel. Et c'est là qu'on entend hurlement. Ah! Les poupées là, James et Paul, se mettent en mode attaque et ils foncent vers les deux là. Entre-temps, il y a le petit là qui est en haut. Il entend qu'il y a des brouhaha en bas. Ça le concerne pas trop. Il est en train de fixer ses parents là qui sont devant la porte de Tata. Et il s'avance vers eux. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je comprends. C'est un enfant, il voit ses parents. Il veut les câlins, non? Le pauvre. Il s'arrête devant la ligne de sel. Juste devant. Entre-temps, les autres là, ils sont toujours en train de se débattre. Hein. Papa Archer, il essaye d'assommer James. Ça ne marche pas. Justine, elle se fait poursuivre par Paul. On retourne en haut et le petit, il n'a pas écouté, il n'a pas compris. Il lève le pied au-dessus de la ligne de sel et son petit doigt de pied, ping, ça touche le sol. Brap, les parents sont activés et ils foncent vers lui. En gros, c'était évident, mais bon. Petit garçon n'a pas compris. Gladys avait mis en place des gardiens, comme des chiens de garde là, ou des missiles si tu veux. Que si quelqu'un croise cette ligne, cette personne devient ton ennemi, tu les pourchasses. Et donc les parents sont programmés à attaquer quiconque dépasse la ligne de sel. Ils se mettent à foncer vers leur petit garçon là. Il court pour se réfugier dans sa chambre. Bon, je vais vous épargner les détails, hein, mais en gros, il y a des scènes de combat. Justine se bat contre Paul. Elle prend un épluche légumes même. Elle essaie de l'éplucher comme une patate. Le gars ne bouge pas. C'est là qu'elle comprend que, c'est pas une attaque normale. Il est pas juste en train de m'attaquer parce qu'on a coin-coin. Ok, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Bon, d'accord. Et le combat entre Papa Archer et James est hilarant. Papa Archer, il le balance, il le fait voler de l'autre côté de la pièce. L'autre refonce vers lui, il le rebalance. L'autre se relève et refonce et il le rebalance. Et il continue à faire ça là. C'est trop marrant. Sinon, on a une petite référence au film classique d'horreur The Shining avec les parents d'Alex qui défoncent la porte de sa chambre pour l'attaquer, quoi. Ça devait être un petit kiff du réalisateur qui voulait juste faire un petit clin d'œil, un hommage à un de ses films d'inspiration. Sûrement. Les réalisateurs, ils adorent faire ça. L'enfant essaie de fuir par la salle de bain. Voilà, les parents, ils continuent à essayer de le pourchasser. Et il fonce et va s'enfermer dans la chambre de Gladys. En bas dans la cuisine, Justine prend l'arme à feu de Paul. Elle le met dans son cou et elle pop. Il continue à l'attaquer, ça n'a rien fait. Elle met ça à sa tête, elle fait pop. Et là, il tombe. Parce que le parasite, c'est dans le cerveau. Comme les zombies. Papa Archer est en train de se faire attaquer méchamment par James. Il est en haut des escaliers là qui mènent au sous-sol. Et il a vu en bas les enfants, donc il sait que potentiellement son enfant est là. James se fait pop dans la tête. C'est notre go Justine qui apparaît derrière avec son weapons. Papa Archer se lève et il descend pour aller voir les enfants direct. Donc le papa là, avec la lumière de son téléphone, est en train de regarder chaque enfant un à un. Mathieu, non c'est pas toi. Hello, monsieur va appeler la police, tu vois pas qu'il y a des enfants? Plutôt que de chercher ton enfant, tu peux peut-être déjà appeler la police que tous ces enfants-là soient en sécurité avant qu'on commence à trier et chercher le sien parmi ces enfants. Je comprends, ça doit être un instinct de survie du moment, tu ne réfléchis pas, tu cherches ton enfant parce que c'est c'est ton bébé, c'est ton gosse. Mais quand même, là, la façon dont il balance un enfant, c'est pas toi, dégage. C'était un peu égoïste. En même temps, c'est le père du bully de l'école. Je suis pas trop étonnée, qu'il soit égoïste comme ça. En tout cas, il cherche, il trouve pas. Il tombe plutôt sur Gladys qui nous fait coucou. Et elle arrache la chaîne là de son cou. Entre-temps, en haut, on a le petit là, Alex, qui est en train de fuir ses parents là, ils sont si forts qu'ils sont en train de défoncer chaque porte de la maison, comme si c'était fait de biscoffs, des biscuits. Dans la chambre de Gladys, Alex repère le bonsaï satanique et il va choper ça vite fait. Il prend une branche, il prend la perruque de Gladys et il va se réfugier dans sa salle de bain parce que ses parents, ils ont franchi la porte là, ils lui courent après. Et voilà une autre porte, une mainte porte que l'enfant doit fermer là. Il a bien appris, donc il prend le bâton, il se pique, il est en train de frotter son ketchup là partout sur ce bâton. Et là, on nous interpose deux scènes en même temps. Donc, l'histoire est en train d'avancer
parallèle. Pendant que lui, il est dans la toilette, Papa Archer est en train d'attaquer Justine. Il est en mode avion maintenant. Gladys apparaît derrière eux, là, dans la cuisine. Elle avance vers eux, mais lentement. À l'intérieur de la perruque de Gladys, Alex a trouvé un cheveu original de Gladys. Il prend ce cheveu-là et il l'embobine autour de son petit bâton. Dans la cuisine, Gladys regarde Justine dans les yeux pendant que l'autre là est en train de la tenir. Et c'est à ce moment-là que, avec ses petits bras, Alex, il casse ce bâton. Gladys a entendu, je ne sais pas comment, mais par la magie. Elle est connectée à tout ça. Et elle dit, oh non. Oh oui, madame, oh oui. La maison commence à trembler. Comme s'il y a un tremblement de terre, comme s'il y a une avalanche, comme s'il y a une tornade, comme s'il y a un tsunami qui arrive. Les enfants débattent du sous-sol, là, ils arrivent en criant, en courant. Et là, on a une des scènes les plus comiques des films d'horreur que je n'ai jamais vus. Et Gladys a compris ce qui se passe. Elle s'excite, elle a peur, elle commence à courir en criant elle aussi. Elle quitte la maison en courant. Les enfants, ils sortent par la fenêtre, par la porte d'entrée, ils détruisent tout, ils sont en mode avion missile. Ils foncent vers elle. Elle traverse le quartier, elle traverse les maisons, les piscines, ce que tu veux. Les enfants, ils tracent, ils ne la lâchent pas, comme des missiles. Jusqu'à ce qu'ils la rattrapent devant la maison de quelqu'un comme ça. Et ils se ruent tous sur elle. C'est un peu un moment crescendo parce que entre-temps, tu as les parents d'Alex là qui sont en train de défoncer la porte de la salle de bain pour attaquer Alex. Il y a Papa Archer qui est en train d'étouffer Justine, qui, je ne sais pas pourquoi, elle a des poumons en acier. Elle tient toujours, ça fait déjà 10 minutes là qu'il est en train de l'étouffer. Et les enfants là, avec leurs petites mains, c'est assez grotesque à voir. Les petites mains cute là des enfants, ils la déchirent, coupées en petits morceaux. Et c'est là que ses sorts s'annulent. Papa Archer, il lâche Justine et il va à la recherche de son fils. Il suit la piste de débris là que les enfants ils ont laissé dans le quartier pour retrouver. Il traverse même le salon des gens comme ça là. Il leur fait peur comme ça juste pour retrouver son enfant. Lui aussi, il est en mode avion. Il est en mode parent plutôt. Justine, elle reprend ses forces et elle monte pour aller voir Alex. Elle aussi, elle suit la piste de débris qui sont dans la maison pour retrouver le petit. Papa Archer a continué à suivre les petits indices et bam, il trouve les enfants. Et parmi eux, il trouve son fils. Il les retrouve bizarrement debout, toujours un peu en mode avion on dirait, en transe. Et ils sont tous là à regarder les miettes de la sorcière par terre là. Papa appelle Mathieu. Son fils se retourne pour le regarder. D'accord, donc il est un peu présent quand même. Papa court vers lui et il va lui faire un gros câlin et dit « Ah, je t'ai trouvé !» C'est vrai qu'il faut le dire, hein. Il a vraiment fait la recherche de Scooby-Doo là, avec sa carte et ses règles. Il a vraiment fait un bon travail, il a retrouvé l'enfant. Sinon, du côté de Alex, Justine le retrouve dans la salle de bain avec ses parents. Eux aussi, ils sont toujours en moitié mode avion là, à genoux devant leur fils. Et il est en train de leur faire un gros câlin. Oh, c'est émouvant quand même. C'est là qu'on retrouve la voix de notre petite narratrice. Je pense que c'est une fille, hein. Ça se trouve que ce n'est pas une fille, je ne sais pas. Je vais dire que c'est une narratrice. Elle nous raconte que les parents d'Alex, ils continuent à manger de la soupe. Mais c'est pas lui qui les nourrit cette fois-ci. Elle sous-entend qu'ils sont à l'hôpital. Psychiatrique, de soins, on ne sait pas. Ils sont à l'hôpital. Et lui, il est parti vivre avec une autre tante. J'imagine une vraie tante cette fois-ci. Elle nous raconte aussi que tous les enfants ont retrouvé leurs parents et qu'il y en a même parmi eux certains qui ont recommencé à parler cette année. D'accord. Donc ce mode avion est comme un effet secondaire, comme le Covid là. Ça traîne. Cut to black. Et voilà, ainsi se termine le film Weapons, alias Évanoui. J'espère que ça vous a plu, que ce récap vous a plu, que l'histoire vous a plu, que mes petits commentaires, mon petit sel et poivre vous a plu aussi. J'aimerais vraiment que vous me laissiez votre feedback dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et si vous avez des recommandations, s'il y a d'autres films d'horreur que vous voulez que je récapse, ça peut être marrant, on peut faire ça ensemble. Vous me dites, et moi, comme une missile thermique, je m'active. Et je fonce vers le prochain résumé. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si ça vous a plu et de la partager avec ceux qui l'aimeront peut-être aussi. N'oubliez pas non plus de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ok, bye!